l'issue du premier tour des législatives, la coalition de la majorité présidentielle Ensemble est arrivée très légèrement en tête, avec 25,75% des voix contre 25,66% pour la NUP. Comment expliquer un tel résultat? Et puis, pourquoi le taux d'abstention a-t-il atteint plus de 52%? Enfin, Ensemble pourra-t-il gagner dimanche prochain? Écoutez l'analyse d'Erwan Calvez, expert en politique. Il est lui-même candidat LaREM dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, qui regroupe Villejuif, Cachan, Arcueil et une petite partie de Gentilly. Erwan Calvez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a 5 ans, les candidats du chef de l'État étaient arrivés en tête des 449 des 577 circonscriptions, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 201. Dans ce cas, à Paris, les candidats Ensemble arrivent en tête dans 6 des 18 circonscriptions. Je rappelle juste les chiffres, et sous votre contrôle, bien sûr, contre 16 en 2017. Comment expliquez-vous de tels résultats? Alors, on a d'abord, malgré tout, des tendances qui se confirment habituelles aux élections législatives, c'est-à-dire que le parti du président qui a remporté l'élection un mois avant est en tête et devrait obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça, on le retrouve cette fois-ci aussi, puisque les projections pour le deuxième tour donnent la majorité présidentielle en tête et comme ayant la majorité à l'Assemblée nationale. La deuxième chose que je voudrais signaler... Oui, je vous coupe juste une seconde. En fait, la majorité présidentielle a devancé la NUP d'une très très courte tête. Même. Et je crois savoir même qu'à un moment donné, c'était la NUP qui devançait la majorité présidentielle. Oui, non? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé alors? Le scrutin législatif, il est difficile à analyser de la même façon que le scrutin présidentiel en regardant les chiffres du premier tour. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, comme c'est un scrutin majoritaire dans 577 circonscriptions, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qui à la fin va remporter le siège. Et quand on regarde les projections, à la fin, celui qui remportera les sièges, c'est le parti du président de la République qui devrait avoir le plus de sièges. Donc en fait, c'est la première chose à regarder, c'est en fait ça, plus que de regarder des rapports de force qui sont par ailleurs ceux d'une coalition de toute la gauche qui n'existait pas en 2017, ceux du bloc central qui est du centre-gauche ou centre-droit qui est celui du président de la République, et puis les résultats à droite et à l'extrême droite. Donc ça, c'est la première chose. La tendance qu'on a toujours eu aux élections législatives, c'est que le parti du président de la République va remporter a priori les élections législatives. La deuxième tendance qu'il faut souligner, qui est assez nouvelle parce qu'on n'avait encore jamais vécu, c'est qu'un président de la République se fasse réélire sous le quinquennat et ait de nouveau une majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'avait pas encore été le cas depuis extrêmement longtemps et en tout cas pas sous le quinquennat. Et donc c'est un élément qu'il faut garder en tête et qu'il faut souligner. En revanche, la différence de contexte, effectivement, c'est que un des enjeux de l'élection législative, c'est la mobilisation et la capacité des partis qui n'ont pas remporté l'élection présidentielle à mobiliser ou à remobiliser leur électorat. Parce que le réflexe est finalement, pour beaucoup d'électeurs, de donner au président de la République les moyens de gouverner. C'est ce que beaucoup d'électeurs vont faire dimanche prochain, a priori. Et en revanche, là, ce qu'a fait la NUP, et ce qui est relativement inédit, c'est une capacité de mobiliser, voire de surmobiliser un électorat à gauche, ce qui explique que par cette dynamique d'unité, la NUP a réussi à obtenir des résultats très importants à cette élection législative. Vous le disiez tout à l'heure, la NUP a surmobilisé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui a voté, notamment Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et qui a décidé de redonner sa confiance et en tout cas de revenir voter, ce qui n'est pas toujours le cas dans les électorats. Lorsqu'il y a eu une défaite du candidat à la présidentielle, on observe qu'il y a moins de mobilisation de l'électorat aux législatives. Là, cette fois-ci, il y a une très belle mobilisation, une mobilisation très très forte de cet électorat qui a choisi qui a voulu poursuivre la dynamique de l'élection présidentielle et donc d'aller chercher le plus de députés possible à l'Assemblée nationale en juin prochain. Et donc c'est ça qui explique que le score de la NUP est extrêmement élevé. Et Ensemble n'aurait pas pu surmobiliser, par exemple, comme l'a fait la NUP Ensemble, le parti mobilise, les partis différents d'Ensemble mobilisent l'électorat. Il y a une remobilisation de l'électorat du premier tour d'Emmanuel Macron qui est revenu voter
et qui va avec les reports de voix, a priori permettre qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale en juin. Alors, vous venez de souligner les deux tendances lourdes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, en fait, Ensemble pourrait l'emporter au second tour. Alors, Ensemble, dans les projections, devrait l'emporter au second tour. Quelle est votre lecture de ces deux tendances lourdes? Ensemble devrait l'emporter au second tour des élections législatives. Avec une majorité absolue? Alors, les projections sont un petit peu difficiles à avoir précisément. En fait, les projections donnent Ensemble autour de la majorité présidentielle, de la majorité absolue. Soit un peu en dessous, soit un peu au-dessus. Et donc, ça va être dimanche de savoir est-ce qu'il va y avoir mobilisation et surmobilisation également d'un électorat central et d'un électorat qui souhaite que le président ait une majorité pour gouverner, ou est-ce que les tendances vont peut-être se confirmer et qu'on va avoir un peu moins de la majorité absolue pour Ensemble, et en tout cas, quoi qu'il arrive, un nombre important de députés de la NUP à l'Assemblée nationale. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, toujours selon Le Monde, le fait qu'au premier tour, la majorité présidentielle a perdu du terrain face à la NUP, c'est un phénomène que le second tour pourrait nuancer, car les macronistes disposent de meilleures réserves de voix potentielles que la NUP. Alors, première question par rapport à ça, pourquoi les macronistes disposent de plus de réserves de voix que la NUP ? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais souligner un phénomène qui est qu'il est déjà arrivé que des mouvements politiques aient une très très forte dynamique au premier tour et une dynamique beaucoup moins forte au deuxième tour. Il y a deux exemples par exemple à ça. Il y a en 2007 la droite qui avait une très très forte dynamique au premier tour et beaucoup de députés en projection, et qui, à partir du débat du soir du premier tour, notamment du débat entre Laurent Fabius et Jean-Louis Borloo, qui s'était axé sur la TVA sociale, avait en fait entamé un reflux qui avait fait que la droite avait eu beaucoup moins de voix et de députés que prévu au second tour, et c'est finalement la gauche qui avait eu plus de députés que prévu. Ils étaient restés minoritaires la gauche, mais il y avait eu plus de députés de gauche, et donc il y avait eu ce reflux. C'est la même chose en 2017, où les projections donnaient pour En Marche et le Modem un nombre de députés extrêmement important, qui avoisinait les 400. Et finalement, la crainte d'avoir une assemblée tout En Marche et tout Modem avait créé une forme de reflux, avec beaucoup de candidats qui étaient donnés gagnants au deuxième tour et qui finalement avaient perdu pour arriver à une cinquantaine de députés à peu près en moins que ce qui était initialement projeté. Donc en fait, il y a parfois ces phénomènes de reflux qui arrivent, et là il pourrait y avoir un reflux parce qu'il pourrait y avoir des électeurs du centre droit, de droite et même du centre gauche qui se disent que le programme de la NUP, qui est un programme assez peu réaliste en soi, pourrait les inciter à aller voter pour la majorité présidentielle parce qu'ils ne souhaitent pas donner la majorité à la NUP. Donc ça c'est le premier point. On est sur en fait un enjeu que Ensemble aujourd'hui est le bloc central de la vie politique française, qui va du centre gauche au centre droit, qui s'est fondé sur une partie du Parti socialiste en 2017 et qui ensuite a été rejoint largement par le Modem d'abord et ensuite Agir, et puis désormais Horizon, voilà. Et puis une partie de l'électorat du centre droit et même de droite qui est venu renforcer la majorité présidentielle. Et donc, cet électorat est devenu assez important, central, et est en capacité en fait d'aller chercher des réserves de voix à la fois sur sa droite, puisqu'il y a beaucoup moins de candidats de droite représentés au deuxième tour, mais également sur son centre-gauche, chez les sociodémocrates, qui ne se reconnaissent pas dans l'accord de la NUP, notamment sur les questions internationales, sur la place de la France dans le monde, sur la question européenne, qui est extrêmement importante, et puis sur les questions de rapport à l'écologie, de lien entre l'écologie et le social. Il y a une partie de cet électorat qui ne va pas se reconnaître. Et donc, dans les projections, ça donne plus de réserves de voix au deuxième tour. Plus que la NUP. Ah, plus que la NUP, puisqu'en fait la NUP fait le plein dès le premier tour de l'ensemble quasiment des voix de la gauche, hors les quelques dissidences qu'il y a pu avoir. Mais dans l'ensemble, ils ont toutes les voix dès le premier tour. Et donc maintenant, leur enjeu, c'est comment aller chercher les voix qui peuvent leur manquer, parce qu'elles seront beaucoup plus difficiles à aller chercher. C'est la question que j'allais vous poser justement. Alors d'abord, vous disiez tout à l'heure que la NUP a déjà l'ensemble des voix de la gauche. Ça veut dire que du fait que la NUP se situe beaucoup plus, on va dire plutôt à l'extrême gauche, eh bien, pour le second tour des législatives, la NUP ne pourrait plus, on va dire, aller chercher des voix chez les Républicains, par exemple.
Non, ça va être très difficile. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, alors que ce n'est pas du tout le cas pour Ensemble? Ensemble peut très bien aller chercher, mobiliser les abstentionnistes et aussi aller chercher des voix chez les Républicains. Oui, bien sûr, c'est ça qui peut se passer, c'est que le report naturel pour les électeurs LR, logiquement, ça doit être le candidat de la majorité présidentielle. Pour une partie des sociodémocrates, ça peut également être le candidat de la majorité présidentielle. Et ensuite, il va y avoir la question des abstentionnistes. Est-ce qu'il y avait encore dans les abstentionnistes des électeurs NUP qui pourraient venir renforcer le score du premier tour, ou est-ce que les abstentionnistes du premier tour qui viendraient voter au deuxième, et c'est assez régulier d'avoir des abstentionnistes de premier tour qui viennent voter au deuxième tour quand il n'y a plus qu'un choix entre deux candidats, voire trois dans de rares cas, vont se reporter sur la majorité présidentielle. Ça va être un des enjeux de dimanche, c'est savoir quelle est la marge, dans les abstentionnistes notamment, de la NUP pour mobiliser. Alors au premier tour, le taux d'abstention a atteint 52,49%. Comment expliquer ce manque d'intérêt des Français pour les législatives 2022 ? Alors c'est pas que pour les législatives 2022, assez traditionnellement le taux de participation législative est plus bas que l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que c'est l'élection présidentielle qui polarise largement la vie politique et qu'il y a par exemple une moindre mobilisation de l'électorat. Une lassitude, non ? Il y a aussi une lassitude peut-être parce que les deux élections sont extrêmement rapprochées. On est au mois de juin, il y a plein de facteurs qui font que cette élection est un peu moins forte. En revanche, je pense qu'il y a un facteur lourd dans la vie politique française qui est de la responsabilité des hommes politiques, des femmes politiques, d'y répondre, c'est le rejet par une partie des Français de la classe politique dans son ensemble. Et la lassitude par rapport à un vote dont ils sentent que ça ne répond pas suffisamment à leurs problématiques du quotidien. Ça, c'est très fort. Ça fait 30, 40 ans, 50 ans peut-être que ça dure et c'est extrêmement difficile d'y répondre. Et puis, il y a eu beaucoup de promesses déçues et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, le programme de la NUP, s'il était majoritaire, risquerait d'entraîner beaucoup de déceptions parce qu'il est quand même assez peu réaliste. En tout cas, il y a un enjeu de financement de ce programme extrêmement fort qui n'est pas traité. Et là, on pourrait avoir de nouveau des grandes déceptions. Donc il y a des grandes déceptions et je pense qu'il faut assumer un discours sincère pour les politiques, en capacité de dire à la fois quand ils se trompent, en capacité de dire quand ils n'ont pas forcément toutes les solutions et de dire que certaines solutions prendront du temps, mais en tout cas il faut un discours de sincérité et de vérité parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire rêver les gens pour à la fin dire excusez-nous, vous ne nous excusez pas d'ailleurs, les choses ne sont pas arrivées, c'est de la faute des autres, c'est pas de ma faute. Mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui à répondre à cette défiance et à cette crise de confiance envers le politique. Vous le disiez tout à l'heure, le programme de la NUP n'est pas réaliste. Ben justement, c'est une question très intéressante. Alors, quelles sont les mesures du programme de la NUP qui ne vous semblent pas du tout réalistes ? L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, la NUP souhaite augmenter toutes les dépenses de l'État de manière extrêmement forte. Par exemple ? En remettant la retraite à 60 ans, oui. En augmentant les salaires sans consulter les moyennes entreprises, ce qui va être extrêmement difficile pour les petites et moyennes entreprises. La NUP a dû prendre des précautions pour ne pas justement créer une forte déception. Je pense que les précautions ne sont pas prises. Là, on est dans un objectif de renforcer et de gagner une élection législative en créant une dynamique. Je ne pense pas aujourd'hui que les précautions soient prises, notamment sur le financement du programme et sur la capacité à le mettre en œuvre et à la capacité à prendre la réalité du contexte politique à la fois national, européen et mondial pour mettre en œuvre les réformes. Donc je pense qu'on va au-devant d'une très très grande déception si la NUP devait être majoritaire, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils annoncent est difficilement finançable et par ailleurs est finançable en allant se financer beaucoup sur les classes moyennes qui, à mon avis, vont être les grandes perdantes d'une arrivée au pouvoir de la NUP. Et c'est vraiment un des enjeux aussi très forts, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'il faille continuer à avoir des programmes qui font rêver, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas les mettre en place, et je trouve que c'est extrêmement dangereux, venant notamment de toute une partie de la NUP, qui sont des partis de gouvernement, le Parti Socialiste, dont je faisais partie, Europe Écologie Les Verts, qui aujourd'hui adhèrent à un programme qui ne présente pas de sérieux budgétaire, qui ne présente pas de financement réel et qui va poser de grandes difficultés et dans lesquelles je ne reconnais pas les partis de gouvernement. Ouais, et parmi les mesures dites irréalistes, il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Il s'agit d'augmenter le SMIC à 1 400 € net. Mais c'est 1 500 maintenant, il me semble. C'est possible ?
En fait, comment financer justement? Non, mais l'enjeu, il est que, évidemment, qu'il y a un enjeu de salaire trop bas en France et qu'il faut réussir à augmenter les salaires. En revanche, on ne peut pas difficilement décréter de faire de telles augmentations du SMIC sans notamment consulter les petites et moyennes entreprises qui vont être les premières impactées. Et par ailleurs, en prenant en compte quel va être l'impact d'une augmentation du SMIC sur la hausse ou la baisse du chômage, en fait. Parce que ça va être aussi un des enjeux, c'est que le chômage est aujourd'hui au plus bas, et je pense qu'il faut continuer la dynamique de faire baisser le chômage pour atteindre le plein emploi, et qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on va faire sur les salaires. Je pense qu'il y a un enjeu d'augmentation des salaires, c'est ce que d'ailleurs le président de la République est en train de travailler, à la fois en travaillant sur le pouvoir d'achat et puis en travaillant sur les salaires, et sur les salaires trop bas. En revanche, on ne peut pas faire ça sans associer les entreprises, notamment notre tissu de petites et moyennes entreprises qui vont être les premières impactées par ces mesures et qui ont besoin d'être compétitives pour créer de l'emploi, pour créer du dynamisme sur nos territoires. Et c'est extrêmement important parce que c'est par ces petites entreprises qu'on va avoir un tissu économique fort. En fait, si j'ai bien compris, encore une fois, je parle sous votre contrôle, la mesure d'Emmanuel Macron la plus impopulaire est la retraite à 65 ans. Et vous y croyez? C'est l'une des mesures. C'est une des mesures, c'est 64 ou 65 ans en fonction des négociations qu'il y aura avec les partenaires sociaux. Un des enjeux, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il a exprimé, c'est une montée par 4 mois chaque année, progressive, et par ailleurs, l'augmentation du minimum pour une retraite complète à 1 100 €. Ce qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on a des retraites extrêmement basses, qu'il faut augmenter, parce que c'est très difficile de vivre à la retraite. Avec, déjà 1 100 € sera toujours difficile, mais avec moins, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça. C'est par ailleurs, en fait, le débat de est-ce qu'on souhaite faire payer à notre jeunesse et avoir une dette sur notre jeunesse importante et leur laisser en fait cette dette en héritage. C'est une des questions du système des retraites et de pourquoi il faut retravailler sur le système des retraites. En revanche, ce qui est extrêmement important, et je pense que c'est bien pris en compte, c'est qu'il faut travailler sur la pénibilité. Il y a des carrières qui ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans, c'est pas possible physiquement, c'est pas possible mentalement, parce que ce sont des carrières extrêmement difficiles. Donc c'est pas pour tout le monde, et il faudra travailler justement sur l'âge de départ à la retraite pour ceux qui ont les carrières à la fois longues et difficiles. Moi, je pense à mes grands-parents à l'époque qui ont eu des métiers très durs. Je ne vois pas comment ils auraient pu aller jusqu'à 64 ans. Et ça, c'est bien pris en compte. Et ça va être un des éléments, à mon avis, essentiels dans la négociation avec les partenaires sociaux. C'est comment on prend en compte la difficulté du travail. Alors, que pourrait-il se passer si Ensemble n'obtenait pas la majorité absolue le dimanche 19 juin ? Et c'est assez simple, ça va être une difficulté à gouverner en fait. Parce que si vous n'avez pas la majorité absolue, vous ne pouvez pas prendre les décisions seul. Vous ne pouvez pas avancer rapidement. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça veut dire une majorité, on va dire… relative. S'il y a une majorité relative, ça veut dire qu'on va rentrer dans des logiques de négociation sans cesse, puisque chaque texte ne pourra passer au Parlement que s'il y a soit de l'abstention bienveillante, c'est-à-dire des députés qui ne votent pas contre, mais qui ne votent pas pour, soit des députés qui votent pour et qui viennent au-delà de la majorité présidentielle. L'enjeu, il est qu'aujourd'hui, s'il y a besoin de prendre des décisions rapides, ce sera extrêmement compliqué avec une majorité relative. S'il y a besoin, par exemple, s'il y a une nouvelle crise du Covid, s'il y a une aggravation de la crise, s'il y a d'autres crises et qu'il faut prendre des décisions rapides, ça ne pourra être pris qu'avec une majorité absolue. Donc ça va être la gouvernabilité en fait, de la France qui est en jeu sur est-ce qu'il y aura une majorité absolue, une majorité relative. Un exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est parce qu'il y avait une majorité absolue que le président a pu faire 10 milliards de dépenses sociales supplémentaires pour répondre à la crise en décembre 2018, et c'est parce qu'il y avait une majorité absolue que ça a pu être fait en moins d'une semaine, et qu'en moins d'une semaine, ces mesures sont passées. Ça a été le cas pendant la crise Covid, sur le quoi qu'il en coûte, il a pu être imposé extrêmement rapidement et de façon extrêmement forte parce qu'il y avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc ça, c'est vraiment le point principal de cette élection. C'est ça tout l'enjeu de la majorité absolue. Oui. Alors, si par exemple le score était très mauvais, et dans ce cas-là, ce serait peut-être une cohabitation. Alors, les projections… Est-ce que vous avez prévu ce scénario? Alors les projections ne donnent pas… non, c'est pas ce que donnent les projections. Ne donnent pas l'idée d'une cohabitation. Donc ils donnent l'idée de soit majorité absolue pour Ensemble, soit majorité relative. Dans le cas de la majorité relative, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir
Ce qu'on retrouve parfois dans certains régimes parlementaires, ça va être une nécessité de négociation très forte avec d'autres partis. La question est, où seront les espaces de négociation ? Est-ce que les espaces de négociation vont être à droite ou est-ce qu'ils vont être à gauche ? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que la NUP, dans son positionnement extrêmement anti-gouvernemental, même de la part des sociodémocrates qui sont encore dans la NUP, fait qu'il est difficile de se dire qu'ils seront en volonté même de négocier avec le gouvernement et de faire avancer des dossiers avec le gouvernement. Et donc l'enjeu est que si la NUP reste dans cette attitude extrêmement anti-gouvernementale et sans concession, la négociation va se faire plus à droite. Et donc c'est aussi aux électeurs de voir ce qu'ils souhaitent. Alors vous êtes un expert en politique française. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours ? Alors moi je suis d'abord un associatif avant d'être un politique, puisque j'ai d'abord participé à des actions associatives quand j'étais étudiant, puis ensuite quand j'ai fondé mon association en 2015 en Seine-Saint-Denis pour travailler sur l'orientation post-bac des lycéens. Donc ça, mes premiers engagements sont des engagements associatifs avant d'avoir un engagement politique. Mes premières expériences professionnelles, c'est au Brésil dans une organisation non gouvernementale qui travaille notamment sur la question des prisons. Et puis ensuite, j'ai effectivement travaillé avec Elisabeth Guigou à Aubervilliers et à Pampa. L'ancienne garde des Sceaux. Hein. Ancienne garde des Sceaux qui à l'époque était la présidente de la commission des affaires étrangères. Et donc j'ai travaillé avec elle pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour des collectivités territoriales. Puis je suis revenu à l'Assemblée. Puis enfin au ministère de la Transition écologique que j'ai quitté il n'y a pas très longtemps. Alors, vous êtes vous-même candidat à l'AREM dans la 11e circonscription. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir la majorité présidentielle alors ? Moi, ce qui m'a poussé, c'était le discours de changement. C'est qu'en fait, je pense qu'on doit changer les choses, mais que pour changer les choses, on ne peut pas attendre le grand soir et que tout change d'un coup. Il faut absolument travailler et arracher des petites victoires par petites victoires et conquérir des nouveaux droits, puis nouveaux droits pour que les gens, et pour que leur quotidien s'améliore. Ça, c'est vraiment ce discours-là auquel j'ai adhéré, et parce que finalement, ça rejoint aussi ma fibre associative de faire avancer les choses, et que dès qu'on a une avancée, on doit être content, on doit aller ensuite chercher la prochaine, mais en tout cas, il faut des avancées, il faut des changements dans le quotidien des gens. C'est à ça que j'ai adhéré, et puis c'est à l'idée de l'émancipation, de l'importance de donner un emploi à tout le monde, d'aller chercher le plein emploi, et puis de changer le quotidien dans les quartiers populaires, d'agir sur l'écologie, mais avec une écologie qui inclut tout le monde, et puis d'avoir aussi une économie forte pour notre pays, parce qu'elle est essentielle dans un monde aujourd'hui compliqué, en crise. On voit les enjeux d'inflation, on voit plein d'enjeux, et donc on a besoin d'être fort. Et enfin, marqueur principal, la question européenne, puisque je suis un pro-européen convaincu et assumé. Comme Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron, et la majorité présidentielle est le seul parti à porter autant cette identité européenne aujourd'hui, et ça s'était vu déjà aux élections européennes de 2019. Alors une autre question qui rejoint un petit peu celle que je viens de vous poser, puisque vous êtes candidat dans la 11e circonscription, est-ce que vous pouvez nous présenter votre programme ? Alors c'est une circonscription qui regroupe les villes de Villejuif, Cachan, Arcueil et Gentilly. Moi, je suis arcueillais depuis toujours, donc je viens de ce territoire et j'ai envie que les choses changent sur ce territoire. Donc si je devais résumer mes priorités, il y a la question de l'éducation, comme je vous l'ai dit, il y a la question de l'offre de soins, de ramener les médecins généralistes et spécialistes dans nos villes, parce qu'aujourd'hui, on observe une baisse de la démographie médicale et on a besoin de travailler à leur retour. On a besoin d'avoir des médecins et notamment des spécialistes, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir par exemple des rendez-vous avec certains spécialistes. Il faut attendre des mois, voire parfois 1 an pour avoir un rendez-vous. Et donc il est extrêmement important de travailler dessus. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas spécifique à votre circonscription. Hein. Ah non, ça touche l'ensemble du territoire français. Il est effectivement extrêmement important comme phénomène. On a besoin de travailler dessus. Le président de la République s'est engagé à travailler dessus. Et moi, j'y crois très fortement. Mais comment alors Ça fait des années qu'on en parle. Hein. Ah oui, mais il y a plusieurs... Puis au moins, je sais pas, 10-15 ans que j'entends parler du manque de médecins en France. Oui, ça fait très longtemps. Alors, ça fait très longtemps. Quelles sont les mesures concrètes ? Parce que c'est bien de constater, mais encore faut-il y apporter des solutions. Ça touche à la fois les territoires ruraux, ça touche les territoires périurbains, et puis ça touche les territoires en banlieue et en périphérie des très grandes villes. On a plusieurs aspects. Il y a le développement de la télémédecine, qui date d'avant le Covid, qui s'est fait fortement après le Covid, et qui va permettre d'avoir en tout cas des premières consultations plus rapides. Aujourd'hui, ça avance beaucoup plus là-dessus. Il y a l'enjeu
aujourd'hui de répondre aussi aux attentes des médecins, puisque les médecins ont changé depuis 30 ans. C'est plus les mêmes médecins, notamment chez les libéraux. Ils ont la volonté d'avoir un exercice en commun, de ne pas être seul et d'exercer en commun. Ils ont la volonté de faire moins d'administratifs pour plus se concentrer sur la médecine. Ils ont la volonté d'avoir finalement parfois aussi de la mobilité. Et donc, tout ça doit aussi nous interroger sur notre système, et je pense que c'est ce qu'on fait avec le développement des centres médicaux de santé ou des centres intercommunaux de santé, des maisons pluridisciplinaires de santé, qui doivent être construites autour d'un projet fort. Mais c'est une des solutions. Et puis, le président, au travers de la renégociation de la convention médicale, a posé la question du conventionnement sélectif, et en fait de ce qu'on appelle la régulation, qui va être mise sur la table. Ce n'est pas forcément la mesure qui sera adoptée, mais en tout cas, cette mesure va être pour la première fois mise sur la table. Et elle est peut-être une des solutions, ou en tout cas une première solution à la désertification médicale. Oui, pour revenir à l'éducation que vous venez de souligner, alors comment justement agir au niveau de l'éducation nationale, hein, vous en doutez. Oui. D'abord, il y a la revalorisation des enseignants, qui est extrêmement importante. Augmenter les salaires ? Il n'y a pas qu'augmenter les salaires, il y a augmenter les salaires, mais aussi augmenter la considération qu'on donne aux enseignants. Aujourd'hui, je pense qu'on ne donne pas assez de considération. Les deux vont ensemble. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. Mais il ne faut pas se contenter que d'une augmentation des salaires. C'est aussi la considération qu'on donne aux enseignants qui doit être renforcée. C'est le soutien qu'ils ont de l'académie, de leur hiérarchie, qui doit aussi être renforcé dans leur quotidien. C'est le fait qu'ils doivent être moins seuls. Il y a beaucoup d'enseignants qui expliquent se sentir extrêmement seuls dans l'exercice de leur métier. Et ça, il faut absolument travailler là-dessus. Et le discours qu'on porte sur les enseignants et leur place dans la société doit être extrêmement renforcé, revalorisé. Moi, j'y crois beaucoup. Et c'est ça que je porte. Et puis ensuite, il y a la question de l'orientation et des perspectives qu'on doit donner à nos collégiens, à nos lycéens, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'orienter dans le système français. Il y a beaucoup d'options. C'est pas toujours simple. Les familles, en fait, ne connaissent pas forcément le système français, l'orientation, qui est très compliqué pour tout le monde. Je pense qu'il y a personne... Simplifier, en fait, le système d'orientation. Simplifier et en tout cas changer le rapport à l'orientation. Ouais. Avec l'idée qu'il faut qu'on soit en capacité de donner aux lycéens et aux collégiens où est l'information. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en fait, l'information, elle est partout, mais elle est très difficilement accessible. Donc, c'est de comment on leur donne la bonne information, comment on dédramatise aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de passerelles qui existent, il y a beaucoup d'opportunités qui se font après dans la vie, et donc aussi d'avoir un enjeu de dédramatiser l'orientation pour que ce soit un choix qui ne soit pas subi, mais un choix qui soit fait, qui soit construit. Il y a un aspect construction à avoir. Et puis, il y a l'enjeu de donner confiance en soi à beaucoup de jeunes, collégiens, lycéens, notamment collégiennes, lycéennes, parce qu'en fait, on peut avoir la bonne information, mais pas bien l'utiliser parce qu'on n'a pas assez confiance en soi, et parce qu'il y a de l'autocensure, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc ça, j'y crois très fortement. Donc, vous envisagez d'agir sur l'éducation, sur le système de soins, quoi d'autre ? Sur le grand âge, et sur nos plus anciens. Ouais. C'est un sujet très important pour moi, et j'ai envie de travailler à la fois sur l'accompagnement des aidants, parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'être aidant, et donc il faut continuer de travailler. Il faut travailler sur l'accueil des personnes âgées, notamment est-ce qu'on peut travailler sur des accueils de jour qui permettent de soulager les familles la journée, mais qui permettent d'avoir les personnes âgées avec eux le soir. Est-ce qu'on peut travailler sur des méthodes alternatives, sur du lien intergénérationnel? Voilà, ça il faut le faire. Et puis, il faut évidemment travailler sur le maintien à domicile. C'est MaPrimeAdapt qui a été mise dans le programme présidentiel pour ces prochaines années, qui doit être faite rapidement et qui doit permettre justement d'avoir des logements adaptés, une situation mieux adaptée aux personnes qui ont moins d'autonomie à partir d'un certain âge. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et ensuite, il y a un programme que de toute façon, il faudra suivre. Donc, il faudra travailler sur évidemment les questions environnementales, l'égalité femmes-hommes. Il faudra travailler sur la question du développement économique des territoires. Et puis ensuite, un député doit aussi porter les projets de son territoire. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, quels sont les projets économiques alors que vous allez promouvoir ? Il y a évidemment le développement économique des territoires. Il y a la question du renouvellement urbain dans nos territoires. Il y a des espaces aujourd'hui qui sont extrêmement vétustes, avec des logements qui sont plus adaptés aujourd'hui, qui sont insalubres. Donc il faut absolument rénover les logements, rénover nos quartiers, moins bétoniser nos villes, donner plus d'espaces verts, donner un cadre de vie plus agréable aux gens qui y habitent. Ça, c'est un aspect extrêmement important. Moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, l'aide de l'État, qui est de droit pour les villes, soit utilisée pour rénover les quartiers. Je pense au Chaperon Vert à Gentilly, je pense à certains quartiers à Villejuif. Il faut ensuite travailler sur les questions, par exemple, de sécurité, qui sont extrêmement importantes. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que notamment une partie de la gauche a fauté à ne pas regarder les questions de sécurité en face.
Et aujourd'hui, il y a des difficultés sur les territoires qu'on ne peut pas éluder, donc il faudra travailler dessus. Comment ? Renforcer la présence policière, par exemple ? Il y a renforcer les moyens de la police nationale, renforcer les conditions de travail, les conditions de formation aussi des policiers, les conditions d'accompagnement, les conditions d'accueil du public également, les conditions d'accueil notamment des femmes victimes de violences conjugales dans les commissariats ou victimes de violences tout court dans les commissariats, mieux les accompagner, mieux former les policiers qui les reçoivent, ça sont des sujets essentiels. Retravailler sur le lien entre police nationale et police municipale, et puis enfin avoir tous les aspects en fait du spectre, notamment sur les questions de prévention également, où il faut avoir des réelles politiques de prévention et notamment des politiques de jeunesse. Mais c'est tous les aspects qui doivent être mis ensemble et c'est tous les acteurs, c'est-à-dire les élus, les autorités compétentes en matière de sécurité, donc notamment la police, et puis les éducateurs sur le terrain, c'est tous ensemble qui doivent travailler et tirer dans la même direction. Ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, il y a des dossiers sur le territoire. Je vous ai parlé de la question des personnes âgées. Il y a un EHPAD qui va fermer à Cachan. Il faut qu'on trouve des solutions pour conserver une offre sur notre territoire. Il faut traiter la question du parc des Hautes-Bruyères, ou avec la question de la décharge, qui est un enjeu écologique majeur. Il faudra accélérer très très vite dessus. Et le député qui sera élu dimanche, ce sera sa première tâche, premier jour, il devra travailler dessus. Donc voilà, ça c'est des dossiers qu'il faut porter. Et pour les porter, il vaut mieux avoir un député de la majorité qui va être en capacité de mieux toucher les autorités de l'État qu'un député qui va uniquement faire la critique de ce que fait le gouvernement. Alors, en tant que candidat, comment faites-vous pour être au plus près de vos électeurs, pour connaître leurs préoccupations du quotidien ? D'abord, je suis un associatif, donc j'ai un rapport au terrain extrêmement fort. Ensuite, je suis élu municipal à Arcueil, donc je suis au quotidien auprès des gens dans ma ville. Et puis, c'est une question de fibre, en fait. Est-ce que vous avez cette fibre ou pas ? Et moi, j'ai cette fibre. En fait, j'aime les gens, j'aime leur parler, j'aime essayer d'accompagner, de trouver des solutions. J'ai toujours fait ça, c'est ce que je fais avec mon association, c'est ce que je fais dans la vie au quotidien. Et donc, c'est une question de fibre, et la fibre, je l'ai.